ne chasse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Hanouka, c'est au cœur de cette obscurité qu'on essaye de rajouter la lumière, mais de l'autre côté, certains cherchent à la faire disparaître. Le Rav Elie Lemel a été victime de 2 agressions antisémites en mai et en juin 2025 à Deauville-à-Neuilly. Ces attaques l'ont poussé à réfléchir au sens profond de ce qu'il a vécu, pas seulement aux blessures physiques, mais tout ce que cela dit sur nous, sur la société, sur notre époque. De cette réflexion est né un livre, Encore un vendredi aux éditions Fayard. Un livre qui résonne d'autant plus fort aujourd'hui alors que 15 juifs ont été assassinés sur une plage à Sydney au moment où ils venaient allumer la première bougie de Hanouka. Rav Lemel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Boker Tov, merci. Alors d'abord, Rav Lemel, je voudrais vous demander votre réaction à ce massacre anti-juif qui a eu lieu à Sydney sur une plage. Écoutez, quelle réaction on peut avoir ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction ? Moi, je veux dire, l'élément qui me bouleverse, enfin, on est tous bouleversés partout, mais quand vous voyez des images de ces personnes qui sont en train de viser pour tuer, c'est-à-dire cette volonté de tuer, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a transmis dans ces sociétés qui nous entourent, qui font qu'aujourd'hui, pour des personnes, tuer des gens, c'est une finalité, c'est un but, c'est bouleversant, évidemment, en tant que juif, en tant que, surtout, personnes qui ont vécu dans leur famille la tragédie de la Shoah, on se dit, mais au fond, quelque part, l'innommable est toujours là. Et c'est très bouleversant. Alors, c'est pas seulement tuer des gens, c'est tuer des juifs. Et vous avez essayé de trouver, en tout cas, essayer de chercher une réponse, justement, puisque vous aussi, je rappelle, vous avez été victime de 2 agressions au mois de mai et au mois de juin. Vous avez essayé, dans ce livre, d'essayer de trouver un chemin, justement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous y êtes arrivé ? Alors, comprendre, je ne suis pas sûr, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait d'un événement auquel on a été confronté. Pardonnez-moi, il y a un texte qui nous parle de cet échange très passionnant entre les écoles de Hillel et de Shammai pour savoir s'il était bon pour l'humain d'avoir été créé ou pas. Ils arrivent à la conclusion que non. Mais quand il nous dit « Aval Arshav », mais maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui nous dépassent. Hillel et Shammai disent « Mais dans l'absolu radical, est-ce qu'il était vraiment nécessaire que l'humanité existe ? Ça nous dépasse quelque part. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a quelque chose qui est là. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un petit peu la même chose. J'aurais préféré que ça n'arrive jamais. Et moi, comme je l'ai dit souvent, c'est pas grand-chose, même si c'est bouleversant. Il y a eu tellement de drames épouvantables par ailleurs dans le clan d'Israël. Mais maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et au fond, la notion de Nisayon, d'épreuve, et une épreuve, comme disent nos maîtres, c'est toute chose qui ne se passe pas comme elle devrait se passer dans notre logique. Eh bien, Nisayon vient de la racine Nes, et Nes, c'est pas juste un miracle. Nes, c'est un drapeau. Harim ou Nes ala Hamim. Et un drapeau, c'est un étendard, c'est quelque chose qui nous définit. Qu'est-ce qu'on fait avec l'événement et quelque part, qu'est-ce qu'il va nous aider à révéler de nous-mêmes ? L'autre mot d'ailleurs qui définit l'étendard, le drapeau, c'est Dégel, et Dégel, c'est les mêmes lettres que Gadol, notre grandeur. Alors, la grandeur du peuple juif, c'est sans doute de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce que l'on a vécu, et à partir de cela, comment est-ce qu'on va essayer de grandir encore un petit peu plus, même si, évidemment, on aurait préféré grandir, non pas à travers la confrontation à des événements terribles, mais évidemment de manière beaucoup plus tranquille, calme et belle. Alors on va revenir sur ce point de qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais je voudrais vous demander aussi par rapport à ce qui s'est passé à Sydney, le fait que ça se soit passé au moment où justement on allumait la première bougie de Hanouka, est-ce que c'est un symbole pour vous ? Évidemment que c'est un symbole, c'est très bouleversant. Lorsque j'ai vécu ce qui s'est passé, alors un maître à qui je parlais de ça m'a rappelé que on ne chasse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Hanouka, c'est au cœur de cette obscurité qu'on essaye de rajouter la lumière, mais de l'autre côté, certains cherchent à la faire disparaître. Et c'est sûr et certain qu'il y a ici une problématique beaucoup plus large de confrontation entre des univers dans lesquels, pour certains, ce qu'il faut, c'est détruire la lumière, et pour d'autres, au contraire, en rajouter. Et c'était un petit peu aussi la réaction qui avait eu lieu de certains shluchim après le drame de Bombay, qui avait dit « mais c'est plus des bougies qu'on doit allumer maintenant, ce sont des torches ».
Et je crois qu'au fond, ça doit renforcer encore plus à l'intérieur de nous ce désir de nous éclairer nous-mêmes, chacun d'entre nous, d'éclairer ceux et celles qui sont autour de nous, et à travers cela, de manière plus concentrique, tous les univers que nous traversons, parce qu'au fond, c'est ce qui est quelque part notre finalité, c'est de nous éclairer et d'éclairer le monde, mais non pas d'éclairer le monde parce que le monde ne saurait pas s'éclairer, c'est ça qui est fondamental. Savoir, et comme le dit d'ailleurs, je crois, le Rav Kook, dans chaque civilisation, il y a une génialité, et savoir nous éclairer les uns les autres, savoir recevoir tout ce qu'on a à se donner et s'apporter. Et quelque part, le drame de Hanouka, c'est justement de vouloir éteindre cette lumière. On se rappelle que Netzach Israël lo yeshaker, que l'éternité d'Israël est là, et les lumières continuent à briller, à briller et à brûler, malgré la souffrance et la douleur. Alors, c'est vrai que c'est une belle analyse, mais quand même, je voudrais vous emmener sur une autre direction, Rav Lemel. Quand on voit ce qui s'est passé à Ciné, est-ce que la question aujourd'hui ne change pas de nature? On n'est pas seulement dans une analyse philosophique, dans une analyse, comme vous l'avez dit, d'éclairer, d'être une lumière pour les nations, mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une situation de pikuach nefesh, dans une situation de danger physique immédiat? Et la question que je vous pose, elle est très simple. Est-ce que, comment on fait pour protéger les Juifs qui se trouvent aujourd'hui en diaspora? C'est une sacrée question. Vous savez très bien que moi, je suis encore en Chutz Laaretz. Tous mes frères et sœurs, ma mère sont en Eretz Israël. La plupart de nos enfants sont en Eretz Israël. On a bâti des communautés en Israël et on fait tout pour que toutes les personnes qui partent en Israël y restent et se développent et s'y installent. Et en effet, on a un nombre très très important de Juifs qui sont encore en Chutz Laaretz, pour qui la question de l'Aliyah est au cœur, avec cette question fondamentale de comment ils vont réussir, comment ils vont faire. Et là-dessus, je crois que d'ailleurs, il y a aujourd'hui une vraie réflexion en Israël pour savoir comment, en tout cas, proposer en France. Eh bien, évidemment, il y a cette nécessité absolue de faire ce que les autorités sont censées faire avec les gens de la communauté. Et ça, je pense qu'ils essayent de faire le maximum, en tout cas, on l'espère, à notre niveau, d'être dans une vigilance, mais non pas d'être dans une angoisse et dans une peur, parce que sinon, surtout au niveau de la transmission par rapport aux enfants, c'est très difficile. Donc, vigilance, mais pas peur. La tfila, évidemment, la prière, elle est au cœur. La ishtadlut, les efforts nécessaires techniques sur le terrain sont là. Et évidemment, et on le sent en France, quelque part, il y a un mouvement intérieur qui est en train de se passer, dans lequel, eh bien, le monde des possibles s'ouvre de plus en plus pour bouger, même si quelque part, on préfère non pas partir d'un lieu, mais aller vers quelque part. Ouais. Ça, c'est en effet toute une démarche qui demande une vraie stratégie, une vraie réflexion. Et ça, vous savez très bien qu'au quotidien, on s'y attelle au maximum. Et justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Juifs de France ou les Juifs d'Europe ou d'autres pays qui partent, est-ce qu'ils partent parce qu'ils fuient l'endroit où ils sont, ou parce que vraiment ils sentent un besoin de se retrouver en Israël? Alors, écoutez, je vais être dans une analyse ultra pragmatique. Aujourd'hui, un jeune, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ans, qui part en Israël, tout est ouvert pour lui. Des personnes qui ont déjà fait en France ce qu'on appelle leur carrière, même si ce ne sont pas des grandes carrières, qui arrivent vers la retraite, arrivent en Israël. D'ailleurs, je conseille beaucoup, surtout aux personnes qui commencent à être un petit peu âgées, de développer leurs relations avec les amis, avec la famille qu'ils ont en Israël, pour que le tissu social, même s'ils sont encore en France, s'inscrive déjà avec Israël. Moi, ma question, c'est pour ces couples qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui ont encore des enfants dans des écoles, qui n'ont pas des professions qui s'exportent facilement et qui, quelque part, eh bien, ont peur surtout pour leurs enfants et en même temps n'arrivent pas à se projeter de manière ultra concrète comment ils vont faire sur place. Et là-dessus, je crois qu'il doit y avoir une vraie réflexion pour que, à partir du moment où ils veulent partir, ils puissent avoir des éléments. J'ai l'impression, et c'est quelque chose de très bouleversant, que pour beaucoup aujourd'hui, c'est plus partir qu'aller vers. Attention, ça ne veut pas dire que Israël et Eretz Israël ne représentent pas des choses fondamentales. Mais quelque part, si on réfléchit, certaines personnes se sont projetées dans une vie juive, dans un amour d'Eretz Israël, avec sûrement une idée que sans doute beaucoup, voire même la totalité de leurs enfants iront sur place, mais quelque part, partir là-bas alors que vous ne savez pas véritablement et qu'en France vous arrivez encore, tout en inscrivant
l'idée que vos enfants iront, c'est ce que je retrouve chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes disent non mais les enfants, on sait que ça, ils vont partir. Mais nous, à l'instant, on ne sait pas trop comment faire. Et quelque part, je pense que si la situation, et ça, on l'espère, se calmait un petit peu, eh bien, ça calmerait un peu les gens. Mais cette idée que les générations qui arrivent aillent vers Eretz Israël, elle est de plus en plus ancrée. Évidemment, dans la communauté, ça se ressent à tous les niveaux. Et évidemment, pour beaucoup de ceux qui partent aujourd'hui, c'est plus on veut partir d'un lieu. Et évidemment, on aime profondément Eretz Israël. Donc, quelque part, c'est pas on fuit et on va là où on peut aller. On pense qu'on doit partir. Et évidemment, on va dans un pays qu'on aime profondément, avec évidemment toutes ces interrogations extrêmement concrètes. Parce que sur ça, je crois qu'il faut être vraiment, en tout cas, pragmatique, tout en sachant que de toute façon, si on est dans le pragmatisme absolu, on n'y arrivera pas, mais avoir quand même une micro-réflexion de ce type. Et c'est ça, et notre responsabilité, en tout cas, c'est d'accompagner les personnes qui vont faire ce chemin, de permettre à ceux qui sont encore là de se sentir bien à l'intérieur de leur identité, de les renforcer. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce que le Zichrono Livracha, le grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, avait dit il y a longtemps, il avait dit que d'après lui, ceux qui ont des responsabilités au niveau de la communauté doivent quand même rester à proximité parce que la communauté a besoin de personnes qui sont à leur côté et chacun à notre niveau, même à mon petit niveau, en donnant quelques cours par-ci, par-là, on est ça. Mais je le vois parfaitement. Les gens me disent, vous êtes encore en France. Je dis, mais mon épouse et moi-même, nous sommes seuls en France. Oui, vous avez vos enfants, nos frères et sœurs, de cœur. Tout le monde, ça y est. Ouais, vos enfants et toute votre famille sont... Les enfants, la famille, ça y est. Je voudrais vous poser une dernière question et revenir sur le livre que vous avez écrit. Et vous dites dans ce livre que vous n'êtes pas en colère. Est-ce qu'aujourd'hui encore, après tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe en Europe, en France, tout ce qui s'est passé à Sydney, vous n'avez encore pas de colère ? Alors, vous savez, c'est très intéressant parce que hier soir, j'étais sur une émission sur CNews sur l'antisémitisme et j'ai dit, je ne peux pas en vouloir, mais j'en veux quand même. Je ne peux pas en vouloir à des jeunes qui ont été endoctrinés complètement. Et l'endoctrinement, ça passe de manière, et vous le savez, vous qui êtes homme de radio, dans lequel il y a l'image, combien à travers des images, des paroles, des éléments de langage, on peut construire un certain regard sur les autres. Donc, dit, je leur en veux parce que vous n'avez pas à passer à l'acte, vous n'avez pas à faire preuve de violence. Ça, sur ça, c'est inacceptable. Mais au bout d'un moment, ils ont une forme de conviction profonde qui les agite. Et je vous rappelle qu'on est dans un monde dans lequel ouvrir une alternative dans la compréhension d'une chose, c'est quasiment inexistant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la colère est forte contre ceux qui savent parfaitement ce qu'ils font, qui utilisent les éléments de langage nécessaires parce qu'ils ont des objectifs et des calendriers personnels et politiques extrêmement clairs. Sur cela, en effet, non seulement il y a de la colère, ils ont une sacrée responsabilité et à un moment, comme je le disais, commencer à faire ce genre de manipulation de mots. Non, mais juifs, Israël et juifs, vous demandez à n'importe qui dehors. Si vous entendez le mot Israël, vous pensez à quoi ? Vous pensez à juif. Bien sûr. Alors stop. Alors Netanyahou, pas Netanyahou, on s'en fout. Parce que pour tout le monde, Israël, c'est les juifs, ça y est, et vous le savez. Vous le savez, donc ça ne sert à rien de dire « oui, mais à cause d'un gouvernement, ok, c'est super ». Mais vous savez très bien que dans la tête de tout le monde, Israël et les juifs, c'est la même chose. Donc à partir de cela, vous savez très bien quelle sera la conséquence de vos paroles. Alors à ce moment-là, pourquoi vous les avez ? Et sur cela, en effet, il y a quand même quelque chose sur lequel il y a une sacrée responsabilité et je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à l'assumer. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre livre, Encore un vendredi aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Rav Lemel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Hanouka Sameach. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.